Samedi 16 janvier 2021, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres à développer. 16 janvier 1977, 16 janvier 2021, 44 ans exactement aujourd'hui que le Bénin a fait l'objet d'une agression. Au petit matin du 16 janvier 1977, des mercenaires ont pris d'assaut l'aéroport de Kadjehoun à Cotonou. Objectif, renverser le régime marxiste-léniniste dirigé par le commandant Mathieu Kérékou. Retour sur le film de cette agression dans un court instant. Porto Novo subit une métamorphose depuis 3 ans. Le projet asphaltage en cours d'exécution transforme la cité au grand bonheur de ses fils et filles. Notre rédaction vous invite à découvrir le nouveau visage de Porto Novo. Une tournée d'information des populations sur les différentes réalisations du gouvernement dans la ville de Boycon. L'opération est dénommée Zoom.5. Elle est portée par le conseiller communal Ferdinand Bokossa, soutenu par ses pairs de l'Union progressiste. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. Un devoir de mémoire pour commencer ce 16 janvier 2021. Ça fait exactement 44 ans que le Bénin a fait l'objet d'une agression. Le dimanche 16 janvier 1977, au petit matin, des mercenaires ont pris d'assaut l'aéroport de Kadjehoun à Cotonou dans le but de renverser le régime marxiste-léniniste que dirigeait le commandant Mathieu Kérékou. Retour sur le film de cette agression dans cet élément signé Asionbon Kanya Asionbon et Moufit Sagbora. Dimanche 16 janvier 1977, il est 7 heures. Un avion banal atterrit à l'aéroport de Kadjehoun. À son bord, des hommes puissamment armés. L'opération Crevette est en marche. Il se dirige vers la tour de contrôle. C'est alors que les agents en permanence se rendent compte de la réalité. Ils alertent rapidement les autorités militaires. Quelque temps après, le président Mathieu Kérékou, arrivé au pouvoir par un coup d'État le 26 octobre 1972, se rend au Kangezo pour mobiliser ses troupes. Un groupe de mercenaires à la solde de l'impérialisme international aux abois a déclenché depuis ce matin à l'aube une agression armée contre le peuple béninois héroïque et sa révolution démocratique et populaire en attaquant la ville de Cotonou. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Nul doute que nous vaincrons. L'appel du président est entendu. Les soldats béninois ripostent. À l'aéroport, l'homme aux multiples noms, Robert Denard alias Gilbert Bourgeot ou Bob Denard, ou encore colonel Morin, dirige par radio ses hommes. Les nouvelles qui lui parviennent sont mauvaises. En effet, un des groupes des agresseurs progresse jusqu'ici devant le Kodiam. À 200 mètres environ d'eux, l'officier Gaston Kouvi, dans ce char, tire une roquette sur eux et ce fut la débandade. Bob Denard commence à redouter la puissance de feu des soldats béninois. Il demande alors à ses hommes de replier. Après environ 2 heures et demie de combat, les agresseurs étaient obligés de repartir précipitamment avec leurs blessés, abandonnant documents, armes, munitions et le corps de 2 de leurs complices, un noir puis un blanc, abattu par un soldat béninois ici à la coupole du ministère des Affaires étrangères où il était embusqué. Les affrontements ont fait du côté béninois 7 morts, dont 5 militaires. Le capitaine Tossou Mathieu Mininavo dit Diagua, tué ici sous ce château d'eau de Kadjehoun par un groupe de mercenaires qui se trouvait quelques mètres plus loin au niveau de cette station-service. Moi, j'ai vu papa. J'étais en train de balayer et il est sorti. Le jour-là, il a pris sa mobilette là. La mobilette ne voulait pas partir. Et quand il est parti, vers 10 heures, quelqu'un est venu me voir et a dit « Ah, Teli, well, il est où toi, tu es boire au finir ?» J'ai marché à pied de Sainte-Rita là jusqu'au camp. Je suis parti au génie militaire. J'ai demandé à voir mon papa. Ils ont dit « Il vient de quitter ici. Il était ici tout à l'heure. » J'ai dit « Ah, moi je ne suis plus petite. Hein. Si mon papa est mort là, il faut me dire. »
Quelqu'un m'a vu sur la route, là, il m'a dit que mon papa est mort. Cette date-là me rappelle des souvenirs tristes parce que j'ai perdu des compagnons. Si ce n'était pas la farouche détermination des compagnons d'âme, peut-être moi aussi je ne serais pas là maintenant pour pouvoir témoigner. Le lieutenant Lassisi Essoufou est tombé ici au champ de foire, les armes à la main. Le lieutenant Alassane Kassim a été abattu dans le dos ici au niveau des antennes de l'ASECNA. Le lieutenant Toto Paulin, lui, a trouvé la mort devant le trésor public. Le lieutenant Dabapa Mpo Pascal a aussi été tué. 2 civils y ont péri aussi, comme l'An-Sylvain porté disparu et Bamboche Abiodun. Le Guinéen Alpha Baoumarou, alias Mendoza, laissé par ses compères mercenaires, a été capturé par l'officier Mamasika, aujourd'hui général à la retraite. Dans les autres grandes villes et régions du pays, c'est l'ébullition. Tout véhicule en circulation est systématiquement fouillé à la recherche d'éventuels mercenaires fuyards. Autre chose, toujours dans l'actualité nationale et bien dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle d'avril prochain au Bénin, la Sénat, conformément à son calendrier, délivre depuis quelques jours les formulaires de parrainage aux maires et aux députés à l'Assemblée nationale. Pour le compte de la 4e journée de cette activité, nous avons rencontré quelques maires et députés dans les locaux de la Sénat. Je vous invite à les suivre. Première impression, c'est l'organisation que j'ai trouvée de bien parfaite. Parce que dès mon arrivée, on m'a accueilli, j'ai passé à une première table, ensuite à une deuxième table et à une troisième table à la sortie, avant que vous nous donniez votre interview. Dans le dispositif, il est dit que les candidats seront parrainés et que nous, les maires, et les députés de l'Assemblée qui vont jouer ce rôle de parrainage. C'est pour ça que j'ai quitté carrément pour venir, peut-être pour voir les bons projets, les candidats qui ont de bons projets, les parrainer dans l'intérêt de l'État béninois. Mes impressions sont bonnes. Elles sont bonnes du fait que cela constitue pour nous un honneur de participer à la réforme du système partisan, d'être des acteurs de premier choix de ceux-là qui prétendent diriger notre pays. Donc pour nous, c'est un honneur. Je pensais perdre des heures, mais ça a été fait comme une lettre à la poste, avec des étapes bien organisées. Ça, il est formidable et s'il y a une note à donner, c'est 20 sur 20. D'abord, c'est un grand honneur et un privilège pour moi de faire partie de cette première génération d'acteurs qui ont la lourde responsabilité de permettre à ceux qui sont concernés par les élections présidentielles d'être candidats. Donc un honneur parce que aujourd'hui, seuls les maires et les députés peuvent le faire. Donc c'est un grand honneur, un privilège parce que il me sera question de choisir qui je pense être capable de pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Il faut que je connaisse les potentiels candidats, que les potentiels candidats me présentent de quoi ils sont capables et qu'on échange. Et c'est à partir de ce moment que je pourrai poser mon choix sur un duo, étant donné que c'est un acte citoyen. Je ne connais même pas un candidat encore. J'attends. Ma porte elle est ouverte. Dès qu'ils vont passer tour à tour, je crois que celui que je vais choisir sera le vôtre. Et vous allez m'accompagner pour qu'on soit nombreux pour l'accompagner. D'abord, vous savez, du point de vue conceptuel, celui qui conçoit quelque chose l'a presque déjà vécu dans l'esprit. Donc quand il voit la concrétisation se faire et dans l'esprit de ce qu'il a souhaité, il ne peut qu'en tirer d'abord satisfaction. Comme vous l'avez dit, nous avons débattu autour de cela, depuis les idées simples jusqu'à formaliser, jusqu'à voter, et qu'aujourd'hui cela se traduise dans le concret,
ça veut dire que notre effort a été payant. Il n'est pas dit dans les textes que quelqu'un doit parrainer quelqu'un, forcément. On est libre de parrainer qui on veut. Et comme dit l'autre, disent les sélectionneurs en football, le mercato est ouvert. Chacun peut aller négocier où il doit négocier pour avoir son affaire. Mais ce que peut-être les gens craignent, c'est que nous ne sommes pas des gens en l'air libres. Enfin, quand on dit libre, nous avons décidé nous-mêmes de faire partie de groupes qui s'organisent politiquement, qui ont mis leur destin politique en commun pour dire on veut bâtir ensemble. Donc ce que les gens craignent, c'est qu'ils ne sortent jamais des gens à l'intérieur pour aller faire autre chose, parce je pense que nous sommes dans un pays où chacun de nous veut l'évolution de ce pays-là. Et donc, nous allons nous concerter dans des groupes politiques, avec des amis, avec nos militants, avec même la presse, pour voir si il faut nécessairement que quelqu'un aille au vote, on peut lui donner un parrainage. Ça, là, il n'y a aucun problème. Direction Porto Novo à présent, la ville aux 3 noms est en pleine métamorphose depuis 3 ans maintenant. Le projet asphaltage en cours d'exécution transforme la ville au grand bonheur de ses fils et filles. Emma Rodon de la rédaction de Canal 3 nous amène à Porto Novo pour un tour de ville à la découverte du nouveau visage de la cité des Women. Voici le nouveau visage de Porto Novo. De larges routes tracées, ça et là, avec des signalisations au sol, des feux tricolores, des carrefours soigneusement verdis et cerises sur le gâteau, un éclairage solaire qui illumine la ville à la tombée de la nuit. Porto Novo, la vieille ville, présente désormais le visage d'une cité attrayante. Cette grande mue a démarré il y a un peu plus de 3 ans avec le projet d'infrastructure routière du régime du président Patrice Talon. Du presque rien en matière d'infrastructure routière, il y a peu, Porto Novo a aujourd'hui vu plusieurs de ses routes principales et secondaires bitumées ou pavées. La principale est la traversée de la ville qui débouche sur la commune d'Apromisriti. Vous savez, il y avait des nids de poules, je veux dire des trous, ça et là, sur l'ancienne voie qui quittait Porto Novo pour Apromisriti. Aujourd'hui, cette ancienne voie a été doublée, bien sûr, mais ces nids de poules faisaient tellement de victimes que j'ai baptisé ce tronçon Porto Novo Apromisriti comme mon mouroir, parce que chaque soir, il y avait l'ambulance qui est chargée, bien sûr, de transporter, de référer les victimes à l'hôpital de Porto Novo. Donc aujourd'hui, on est en paix. Il n'y a plus l'alerte d'ambulance chaque jour. Au nombre des routes aménagées, il y a la rocade, un rêve longtemps caressé par les porto-noviens et dont les travaux sont aujourd'hui bien avancés. Cette route parc du carrefour Beau-Rivage passe devant le siège de la Fédération béninoise de football dans le quartier Diassin, longe le CG Wando dans le quartier Dowa pour rejoindre le boulevard du Cinquantenaire dans le quartier Wando. On a eu droit à la construction de plusieurs routes, dont la rocade sur laquelle nous sommes actuellement. Et c'est vraiment louable. Je dis que le chef de l'État est comme un messie, quelqu'un dont on avait vraiment besoin. Surtout quand on doit prendre le cas de Porto Novo, aucun président préalable n'avait fait un aussi grand geste vis-à-vis de la capitale. Grâce au chef de l'État aujourd'hui, Porto Novo a changé de visage, totalement. Les présidents se sont succédés, mais on n'a jamais eu d'aboutissement. Nos voix n'ont pas apporté leurs fruits, mais Dieu nous a envoyé l'homme qu'il faut, le développeur qui est le président Patrice Talon, qui nous a promis pendant cette campagne qu'il va transformer, métamorphoser la ville capitale et qu'on serait fier de la capitale. Je pense que c'est l'homme qui respecte sa parole.
Cette voie, il a lancé, ça n'atteint même pas un an. Et en quelques mois, vous avez constaté que nous avons un goudron bien fait, bien bitumé, bien tracé. Outre la traversée de Porto Novo, longue de 12 km 600, et la rocade, 6 km, ce sont près de 25 km de rues secondaires qui sont bitumées ou pavées dans les 5 arrondissements de la ville. Avec ces routes bien tracées, bitumées et éclairées, les Porto-Noviens découvrent une nouvelle ville dont ils sont fiers. Moi, personnellement, je ne parle pas politique, mais je dis pour Porto-Novo, tous les fils de Porto-Novo doivent être actuellement contents. Louer l'Éternel qui a pu mettre sur notre chemin maintenant quelqu'un qui arrive pour nous essuyer les larmes. Parce que maintenant, on est fiers. Naguère perçu comme un gros village, Porto Novo prend désormais les traits d'une ville moderne. Sa métamorphose va se poursuivre les jours et mois à venir avec les nombreux autres chantiers annoncés, parmi lesquels il y a la construction des marchés Wando et à Ouangbor, dont les travaux sont en cours, et le tout prochain chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale qui sera implanté à l'emplacement de l'ex-direction générale de la gendarmerie sur une superficie de 7 hectares. Le sport fait partie des priorités du programme d'action du gouvernement. Il est prévu des constructions d'aires de jeu dans la majorité des communes et Ouidah, par exemple, réceptionne très bientôt son stade flambant neuf. Pour l'heure, les travaux vont bon train sur le site. Nous sommes allés voir de plus près le niveau d'avancement. Le constat est signé à Siongbon Kanye à Siongbon. Désormais, la balle peut bien rouler pour tout le monde sur le stade omnisport de Ouidah. Un stade aux normes internationales doté de gazon synthétique que le programme d'action du gouvernement érige à la sortie ouest de la ville historique. Le maire Christian Huitenou en remercie le gouvernement. Le gouvernement a fait l'option de construire à Ouidah un stade omnisport de standing international. Et ça, nous profitons de l'occasion pour remercier le gouvernement pour cet ouvrage magnifique pour la jeunesse de Ouidah, donc qui vient compléter toutes les autres choses qui ont été faites dans Ouidah. La commune de Ouidah en avait besoin, elle qui a tant donné au football en matière de joueurs talentueux. Cette infrastructure sportive va permettre aux jeunes de s'affirmer davantage. Ouidah a joui aussi de cette infrastructure sportive, mais depuis l'indépendance, Ouidah n'en avait pas. Donc c'est quelque chose de très grand qu'on est en train de faire à Ouidah, qui va permettre aux jeunes de s'épanouir et aussi de faire la promotion du sport en général. Et à cet effet, le stade omnisport dispose des aires de handball, de basketball, de volleyball et une piste d'athlétisme. Bientôt, le stade sera disponible. Ce sera l'occasion pour la commune de faire parler d'elle dans maintes disciplines sportives. Le stade est à 95% de réalisé et nous allons très bientôt faire la réception et je crois bien qu'avec la mise en place du championnat de football qui va démarrer bientôt et des autres sports, ce joyau flambant neuf va nous servir, va permettre que nous puissions, les jeunes de la commune de Ouidah et alentour, puissent s'épanouir correctement. Le stade dispose d'une tribune officielle, de gradins latéraux. Il y est aussi construit 2 blocs sanitaires, un château d'eau, un guichet. Une tournée pour mettre l'accent sur les différentes réalisations du gouvernement dans la ville de Boycon. L'opération est dénommée Zoom.5. Elle a démarré par l'arrondissement de Lissaison. Cette opération va se poursuivre dans les autres arrondissements au cours des jours à venir et l'initiative est portée par le conseiller communal Ferdinand Bokosa, soutenu par d'autres conseillers du même bord politique que lui, l'Union progressiste. C'est un reportage de Imet Hélène Amoussou. Zoom.5, l'activité démarre ici à Lissaison et va conduire l'initiateur dans l'ensemble des 10 arrondissements de la ville de Boycon.
Dans une démarche d'explication et de sensibilisation, Ferdinand Yahou Bokossa, soutenu par d'autres conseillers communaux de l'Union progressiste, vont partager avec les populations les réalisations du gouvernement du nouveau départ dans la commune. La démarche vient en réponse à l'exhortation du chef de l'État, invitant les conseillers communaux à poursuivre la réédition de comptes après son passage dans la ville Carrefour. Toute la population n'était pas présente pour le voir ni pour entendre la réédition de comptes. Donc il nous a exhortés, nous conseillés, de faire la vulgarisation après son départ. Du fait qu'ils ont répondu vraiment massivement, ça prouve que la population a accepté, la population a adhéré et cet esprit de compte rendu. Et je leur demande que le meilleur reste à venir. C'est vrai que le temps est un peu dur, mais à voir ce qui est fait pendant 4 ans et demi par rapport à ce qu'ils avaient fait il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, moi je vois que l'espoir est permis. Nous sommes à l'ICESU pour annoncer à la population tout ce que le chef de l'État est en train de faire. Tout ce qu'il a fait, il faudrait quand même que la population soit informée pour qu'on puisse le faire venir pour le second mandat. À cette première étape des échanges, les conseillers communaux ont entretenu les populations sur les réalisations infrastructurelles, les projets et programmes divers, mais aussi les réformes institutionnelles engagées et qui améliorent les services de l'administration. Les débats qui ont suivi les présentations ont permis de souligner que d'importantes avancées ont été enregistrées et sont bénéfiques à plusieurs égards. Désormais, maintenant, le Bénin est en train de vivre une démocratie au lait. Au lait parce qu'aujourd'hui, nos confrères, nos concitoyens ont des routes praticables, sécurisées. Nous avons accès aujourd'hui à l'eau potable. Le Bénin vient de connaître une autonomie énergétique de près de 60%. Aujourd'hui, la démocratie n'est plus de Nescafé. La démocratie maintenant est au lait. Tout le monde maintenant est en train de goûter aux bienfaits de la démocratie. Et la population nous a bien accueillis et a promis qu'eux, ils sont là, prêts à accompagner le chef de l'État durant les 5 ans à venir. Ainsi démarré, le périple va se poursuivre dans les autres arrondissements les jours à venir. Les séances vont également permettre de s'assurer de l'adhésion des populations au programme d'action du gouvernement et surtout obtenir leur assentiment pour la candidature de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2021. Tout autre chose maintenant, je vous propose de nous intéresser à la table ronde sur les politiques publiques de sécurité et la construction d'un État. Les travaux se sont déroulés à l'Université d'Abomey-Calavi. C'est dans le cadre du colloque scientifique axé sur les politiques publiques et la construction d'un État national en Afrique de l'Ouest francophone. Le compte rendu est signé Oulia Tanoussi et Rachidi Souberou. Comment comprendre les évolutions récentes qu'il y a au niveau des politiques de sécurité, non seulement au Bénin, mais aussi dans la sous-région, et surtout comment la sécurité, comme politique publique, influe la construction de l'État. Une table ronde de discussion est initiée à propos au deuxième jour du colloque scientifique qui se tient à l'Université d'Abomey-Calavi. Pour en débattre, des panélistes de rangs différents. Il s'agit de regarder comment les forces de défense et de sécurité, mais aussi l'ensemble des autres acteurs qui concourent à la mise en œuvre de la politique de sécurité, qui peuvent être le Parlement, qui peuvent être les organisations de la société civile, qui peuvent être également les collectivités décentralisées, qui peuvent être au niveau local, comment tous ces acteurs-là participent dans le cadre de leur mission de sécurité au profit donc de la population, comment ces acteurs, en produisant de la sécurité, produisent l'État, participent à construire l'État. Donc il s'agit à la fois d'un questionnement d'un point de vue théorique, méthodologique, mais aussi d'un point de vue empirique. Les panélistes sont tous unanimes que la sécurité en tant que bien public devrait être accessible à tous. C'est un enjeu crucial en matière de services publics. Au niveau des Nations Unies, pour parler d'une sécurité garantie pour tous, les statistiques donnent un ratio d'un policier pour 450 habitants. Au Burkina Faso, c'est un policier pour 5500 habitants. Au Bénin, il est d'un policier pour 10 000 habitants. Quand un pays a un policier pour 10 000 habitants, on considère qu'il y a un gap de sécurité. Donc la sécurité n'est pas assurée. Est-ce que si on prend d'un point de vue qualitatif, je dis bien d'un point de vue qualitatif, et ça c'est le domaine aussi des anthropologues, sociologues, etc., est-ce qu'on peut considérer que
le Bénin, avec un policier pour 10 000 habitants, peut être considéré comme un État fragile. Pas du tout. Pas du tout. Cela veut dire donc que les politiques publiques de sécurité ne peuvent pas être analysées exclusivement d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue exclusivement officiel et normatif, mais doivent intégrer beaucoup de dimensions sociales, sociologiques et consorts. 5% du budget national est consacré à la sécurité au Bénin. Dans la sous-région, il est de l'ordre de 10 à 20%. Mais l'État béninois est aujourd'hui en train de se réinvestir dans le secteur à travers sa politique de sécurité inscrite dans le programme d'action du gouvernement qui a conduit à de profondes réformes, notamment la création de la force unique de sécurité intérieure qu'est la police républicaine. Les résultats que nous avons aujourd'hui, du point de vue de la réduction des actes d'insécurité, du point de vue du sentiment général de sécurité que nos populations, les communautés ont, tous ces éléments, tous ces indices nous montrent aujourd'hui que ces réformes ont été pertinentes puisque le but, l'objectif des politiques de sécurité, c'est de satisfaire les besoins exprimés par les populations. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Cette table ronde sur les politiques publiques de sécurité et la construction de l'État national en Afrique de l'Ouest francophone permet aux participants d'être mieux informés sur la problématique de la sécurité. Les membres du club d'intelligence artificielle du Conseil des activités éducatives du Bénin de Nati Tengu ont été outillés sur l'intelligence artificielle et le développement web. C'est à travers une session de formation initiée à leur intention par la Fondation Vallée qui vise à permettre aux participants de joindre la théorie à la pratique. Le reportage est de Alassane Aruna. Ils sont étudiants ou élèves, membres du club d'intelligence artificielle du Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB de Nati Tengu. Sous la houlette de Hugo Boni, formateur, appuyé par la Fondation Vallée, ils ont été outillés 5 mois durant sur l'intelligence artificielle, le développement web et bien d'autres thématiques en rapport avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'objectif visé pour cette formation, sinon pour l'installation de ce club, c'est un peu pour joindre la pratique à la théorie. Parce qu'il y a beaucoup de cours qui se donnent dans nos universités, par exemple les cours de programmation, où il n'y a que la théorie qui se fait. Ici, nous essayons de mettre un peu en pratique ce qui se fait en théorie. La présente session fait suite à une précédente sur le module Arduino qui a démarré depuis août 2020. Au cours de cette seconde phase, les étudiants seront outillés sur la mise en pratique du node MCU. Cette formation est spécialement dédiée à ce node MCU. Ce n'est qu'une initiation à la domotique classique. Donc la domotique qui concerne tout ce qui est le contrôle dans des maisons intelligentes. En réalité, toute la technologie se joue à partir d'un smartphone, des cartes MCU et d'un ordinateur comportant des applications initialement installées par le technicien. Grâce à cette innovation, en témoigne d'ailleurs cette démonstration de l'étudiant Oru Bouyagi qui, à partir d'un assistant vocal, a pu commander l'allumage d'une lampe électrique. Bonjour Jacques. Bonjour. Allume la lampe blanche. Lampe blanche allumée. Éteins la lampe bleue. Lampe bleue éteinte. Éteins la lampe blanche. Lampe éteinte. Outre l'assistant vocal, le technicien peut se servir de son smartphone pour allumer ou couper une lampe électrique. D'autres dispositifs innovants permettent d'ouvrir une porte en y intégrant juste un code secret. Grâce à ce même dispositif, le brasseur peut déclencher de lui-même dans une chambre où la température s'élève sans l'intervention de l'homme. À travers cette technologie de pointe, la bibliothèque CAEB Fondation Vallée de Nati Tengu intègre ainsi la grande famille des centres d'intelligence artificielle.
À la bibliothèque Kaeb Fondation Vallée de Natitengu, ce n'est pas seulement ce riche fonds documentaire de plus de 11 000 ouvrages, c'est aussi 5 clubs éducatifs, à savoir le club de théâtre, de Scrabble, le club d'anglais, celui des conférences débats et le club d'intelligence artificielle. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Toute l'équipe de préparation, de présentation, de réalisation et de diffusion vous remercie pour votre attention et la fidélité à nos programmes. On vous souhaite de passer un très bon week-end et surtout prenez bien soin de vous.